vais me présenter. Donc, je suis Stéphanie Tout le monde. Je suis coach en fertilité. Je fais un accompagnement émotionnel à toutes les personnes qui sont en parcours PMA et particulièrement aux Françaises qui viennent à Barcelone pour, euh, pour suivre une PMA, pour se soumettre à une PMA. Et je suis aussi cofondatrice donc, de l'association Chioc avec Alessandra Marcomini, qui n'est pas là ce soir, mais qui est avec nous en pensée. Donc, on a fondé l'association il y a 5 ans pour accompagner justement toutes les personnes qui sont en désir d'enfant. Et aujourd'hui, donc, on a le plaisir de compter sur la participation de la docteure Rebecca Begueria, qui est gynécologue spécialisée en reproduction de l'unité de PMA au centre Technon à Barcelone. Oui. Donc, bienvenue, docteur. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci, Stéphanie. Et je vous remercie de votre invitation à être ici et parler un peu de ce sujet très intéressant. Ouais. Aujourd'hui, donc, l'idée du live, c'est de se centrer sur le don d'ovocytes. On ne va pas rentrer techniquement dans qu'est-ce que c'est que le don d'ovocytes, comment ça se passe, etc. Parce que je pense que si jamais il y a des questions, évidemment, vous pouvez les poser. Hein, les personnes qui nous suivent, vous pouvez écrire les questions en commentaire et on essaiera d'y répondre à la fin, à la toute fin du live. Sauf si c'est une question qui vraiment a trait à quelque chose qu'on est en train de traiter, auquel cas on répondra directement, évidemment. Donc, l'idée n'est pas de rentrer dans les détails techniques du don d'ovocytes, mais plutôt de parler d'épigénétique et de comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on apporte à notre enfant quand notre enfant est issu d'un don d'ovocytes, donc quand notre enfant n'est pas génétiquement le nôtre. C'est vrai que au-delà des difficultés émotionnelles qui sont liées à la PMA en général et qui sont nombreuses, les femmes et les couples qui doivent avoir recours à un don d'ovocytes ont une préoccupation en plus, c'est celle que leurs fils et leurs filles n'auront pas leur héritage génétique. Donc ces interrogations sont très présentes pendant tout le processus et elles peuvent être émotionnellement très difficiles à vivre. Et elles sont parfois aussi exacerbées par le fait qu'on a très peu d'informations, voire vraiment très très peu, sur la donneuse, que ce soit en France ou en Espagne. D'ailleurs, il y a un anonymat total sur la donneuse et on n'a aucune information, si ce n'est son âge, le poids, la taille, la couleur des yeux et quelque chose, voilà. Et donc, il y a des questions qui nous taraudent, comme est-ce que l'enfant va me ressembler ? Quelle part joue la génétique dans la personnalité de l'enfant? Est-ce que je vais l'aimer? Est-ce que ça va être autant mon enfant que si c'était mon enfant génétiquement parlant? Est-ce que mon entourage va l'accepter? Etc., etc. Donc, il y a beaucoup de questions. Et pourtant, les témoignages des femmes qui ont eu un enfant par don d'ovocytes sont quasiment toutes les mêmes, c'est-à-dire que déjà dans de nombreux cas, leur enfant leur ressemble. Et ensuite, toutes ces questions et tous ces doutes s'envolent au moment où elles arrivent enfin à avoir cet enfant. Donc, l'idée de ce live, c'est vraiment de répondre à toutes ces questions et de vous inviter toutes et tous, si jamais il y a des hommes, à une réflexion sur la maternité, sur votre maternité et sur comment mieux vivre ce don d'ovocytes. D'accord, donc on va commencer par une partie très scientifique et médicale et ensuite on abordera une partie un peu plus émotionnelle. Mais d'un point de vue, disons, médical, on va commencer par la base. En quoi consiste le traitement de réception des ovocytes au niveau biologique? Donc, les dons d'ovocytes consistent à inséminer les ovocytes d'une donneuse. La donneuse, elle est toujours en femme jeune de moins de 35 ans, en bonne santé physique et aussi psychologique. Et les laboratoires, on insémine les ovocytes avec l'échantillon de sperme de partenaires ou de donneurs, au cas où la femme soit célibataire ou soit en couple homosexuel. Et finalement, la dernière étape du traitement, nous faisons les transférences de l'embryon dans l'utérus de la mère. Donc, à niveau biologique, c'est l'union de ça, de les dons d'ovocytes avec l'échantillon de sperme. D'accord.
Donc, c'est l'union du l'ovocyte d'une autre femme avec le sperme soit d'un donneur, soit du compagnon. Et donc, on peut dire que génétiquement parlant, il n'y a pas il y a rien de génétique de la future maman dans le bébé. Oui, c'est ça. Si on parle strictement de la génétique, il n'y a rien de la mère au fœtus. Oui, D'accord. c'est comme ça. Et pourtant, on dit souvent, on sait que les 9 mois de grossesse sont extrêmement importants dans le développement de l'enfant et que les premières années de l'enfance, de 1 à 3 ans, sont extrêmement, ont une influence énorme sur le développement de cet enfant. Oui, oui. Ça c'est clair. Il est de plus en plus démontré qu'il existe d'autres facteurs à part de la génétique. Pendant la grossesse et aussi pendant les premiers mois de vie de l'enfant, d'accord, qui sont très importants pour l'évolution de cet enfant et aussi même de la personne au futur. Et ça, c'est des facteurs que le disent les facteurs épigénétiques, justement parce qu'ils sont sur la génétique. D'accord, l'épigénétique, c'est ça l'épigénétique. L'épigénétique, exactement. Qu'est-ce que c'est exactement l'épigénétique? En quoi ça consiste et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les facteurs épigénétiques sont tous les facteurs environnementaux capables de générer des modifications chimiques sur l'ADN, sur les gènes de cet embryon et capables d'activer ou pas, ça dépend de les facteurs, et de faire modifier cette génétique. Donc, on avoue qu'il y a des facteurs qui peuvent arriver à l'enfant secondaires à quelques facteurs que la mère a vécu pendant la grossesse, ou oui, surtout pendant la grossesse, ou les bébés pendant les premiers mois de vie. D'accord, donc ça veut dire que ce que vit la mère pendant la grossesse ou les premiers mois de vie peuvent créer des modifications génétiques. Et par exemple, on peut développer ou pas certaines maladies, c'est ça, par exemple? C'est ça, exactement. Il y a surtout des études par rapport à les maladies cardiovasculaires, parce qu'on avoue que surtout les facteurs épigénétiques sont tous les facteurs de l'environnement par rapport à la nourriture, les toxiques, tous les facteurs que la mère peut être exposée pendant la grossesse, le stress, le sport ou pas, tous les facteurs qui peuvent altérer à la mère pendant la grossesse. Et il y a des facteurs qui sont bien démontrés, surtout par rapport à les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire par rapport à les études publiées jusqu'à un moment, les maladies cardiovasculaires sont les plus informées. Ça, c'est l'hypothèse de Barker. On avoue que c'est très important la nourriture pour toutes les questions de placentation, pour que l'enfant ait les poids corrects, que la placenta soit bien formée et toutes les expositions à toxiques pendant la grossesse sur les fœtus, qui peut après donner des altérations cardiovasculaires sur l'enfant. Et ça on le dit l'hypothèse de Barker ou la programmation intra-utérine. Donc, il y a des facteurs clairement relationnés avec la grossesse et après les maladies en futur. D'accord, la programmation intra-utérine. Oui, c'est ça. C'est intéressant. Ouais. Donc, en gros, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu comme si on a tous un patrimoine génétique qui nous vient des parents, disons, biologiques, mais que ce patrimoine va s'exprimer ou se développer différemment en fonction de ce que vit la mère pendant la grossesse ou même ce que vit l'enfant ensuite pendant ses premières années. Exactement, c'est ça. Aussi, un autre exemple, même si c'est très difficile d'avoir des études par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup des effets qu'on ne peut pas contrôler, mais un autre exemple de maladie, c'est l'endométriose. Il y a aussi des études et des hypothèses initiales, pas encore totalement démontrées, mais qui disent que le fait que la mère soit exposée pendant la grossesse à quelques toxiques peut faire après que cette femme, cette fille,
à d'endométriose dans le futur. D'accord. Donc, c'est clair qu'il y a quelque chose que c'est à part de la génétique, que c'est totalement l'évolution de la grossesse d'une manière ou d'une autre qui fera que l'enfant soit d'une forme avec une santé ou une autre. D'accord, donc vous avez parlé des maladies cardiovasculaires, vous avez parlé d'endométriose. Et en ce qui concerne toutes les maladies plus psychiatriques, parce que c'est aussi quelque chose qui inquiète les gens qui passent par un don d'ovocytes, on a tendance à dire que la dépression, par exemple, on entend souvent que la dépression a un facteur génétique. Est-ce que là aussi l'épigénétique peut jouer, ou est-ce qu'il y a quelque chose de génétique aussi dans les maladies plus psychiatriques? Oui, c'est difficile de savoir exactement, bien sûr. C'est clair qu'il y a des maladies psychiatriques qui sont très bien liées à quelques gènes. Les maladies bipolaires, les schizophrénies sont clairement liées à pathologie génétique, parce qu'on se trouve que dans une famille où il y a des schizophrénies, il y a plus de personnes qui ont la maladie, non? Donc, c'est clair qu'il y a des maladies psychiatriques liées totalement aux gènes et très difficiles de modifier pour quelques facteurs épigénétiques. Mais par rapport à les maladies comme la dépression, l'anxiété, c'est vrai que c'est difficile de savoir jusqu'à où on arrive les gènes et jusqu'à où on arrive d'autres facteurs. Parce que, en fait, l'anxiété ou la dépression sont aussi secondaires à donc l'éducation, l'apprentissage, les manières que l'enfant a la capacité de réfléchir, et ça vient lié aussi à l'éducation. Donc, c'est difficile de savoir jusqu'à c'est les gènes et jusqu'à c'est d'autres facteurs. Mais bien sûr, je suis sûre que le fait que l'enfant, pendant les premiers mois de vie, a quelques facteurs d'amour, de contrôle de la famille, et des facteurs positifs pour lui, feront qu'il soit un enfant capable d'affronter quelques problèmes de manière plus facile. Oui, l'éducation a clairement... L'éducation, exactement. L'apprentissage sont des attitudes pendant la vie qui, quelquefois, sont secondaires à l'apprentissage de ta famille. Et pour en revenir à l'épigénétique, est-ce que ça peut aller plus loin que ça encore? C'est-à-dire que est-ce que l'ADN de la mère, est-ce que le patrimoine génétique de la mère qui porte l'enfant, hein, pas la femme qui donne ses ovocytes, mais est-ce que l'ADN de la mère peut influencer la génétique de l'embryon? J'ai lu dans un article, et je vais lire tel quel ce que j'ai lu, mais j'avais lu qu'au cours d'une grossesse, il pouvait y avoir des changements dans la transmission génétique du fœtus. C'est-à-dire que le bébé porte dans son code génétique les informations relatives qui sont liées à la mère gestative, donc à celle qui va l'élever, à celle qui va le porter, à celle qui va l'élever, en plus des informations génétiques de la femme qui a donné ses ovocytes. Est-ce qu'on peut aller jusque-là pour dire que l'ADN de la mère qui porte l'enfant influe le... Oui, c'est en théorie, je crois, tout à fait possible. Mais c'est vrai que je crois qu'on a besoin de beaucoup d'années, beaucoup d'études pour arriver à avoir cette conclusion. Mais je pense qu'avec les années, il y aura plus d'informations de tous les paramètres que la mère et l'enfant partageaient pendant la grossesse. Et sûr qu'il y aura plus que la génétique. Aujourd'hui, il n'y a pas encore suffisamment d'études pour démontrer ça, qu'il y a une altération. Parce que c'est très difficile, sont des études très difficiles de faire. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer les résultats. Donc, c'est pas facile. Mais je crois qu'avec le temps, il y aura de plus en plus beaucoup d'informations et il y aura évidence de tout ça. D'accord, on a cette intuition, mais on n'a pas encore réussi à le démontrer. Oui, exactement. Pour quelques maladies, c'est plus clair. Oui. Mais pour d'autres, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer. D'accord. Et il y a quelque chose qui inquiète beaucoup les personnes qui font appel à nous, à l'association. C'est le fait de... C'est vrai qu'en Espagne ou en France, le don d'ovocytes est complètement... anonyme.
Et donc, on a très très peu d'informations sur la donneuse. Et notamment, on n'a absolument aucune information sur le niveau d'éducation de la donneuse, son niveau socio-culturel, son niveau d'études, ses possibilités, disons, au niveau intellectuel finalement. Est-ce que le développement de l'intelligence d'un enfant, que ce soit la partie intellectuelle, mais aussi la partie artistique ou sportive, par exemple, est-ce que ça peut être influencé par la génétique? Oui, ça c'est un point qui inquiète beaucoup les patients ici à la consultation aussi. Je crois qu'il y a suffisamment d'évidence scientifique pour dire que c'est pas totalement la génétique. Si on prend les oocytes d'une donneuse avec une bonne santé physique et aussi psychologique, après l'intelligence, il y a plusieurs intelligences. Il y a l'intelligence émotionnelle, mathématique. Donc, je crois que l'intelligence dépend aussi des opportunités que la personne a pendant sa vie. Donc, il y a l'éducation, il y a, surtout les opportunités que la personne a pendant sa vie pour étudier, pour développer quelques attitudes ou pas. Donc, bien sûr, même si j'utilise, si je prends, parce que les paroles utilisées, c'est pas correct. Si je prends les oocytes d'une donneuse sportive, très sportif, mais après cet enfant vit chez lui et la mère est toujours allongée sur le canapé, je suis sûre que cet enfant ne sera pas sportif. Donc, bien sûr, il y a un facteur génétique important, mais par rapport à les intelligences, c'est très difficile de dire qu'il y a une relation. Si on prend les oocytes d'une donneuse en bonne santé mentale, psychologique, après, les intelligences viendront en fonction des opportunités de cet enfant et de l'éducation et de beaucoup de facteurs. Pas seulement de l'ovocyte. Oui, puis c'est vrai qu'il y a différents types d'intelligence aussi, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence. Aujourd'hui, on a démontré qu'il y avait plusieurs types d'intelligence et qu'il n'y avait pas juste la partie cognitive. Et que ça dépend beaucoup de facteurs d'éducation. Éducationnel, exactement. L'intelligence émotionnelle, c'est très éducationnel. Donc, c'est très difficile de lier ça, la génétique par rapport à l'intelligence. Donc, en fait, c'est finalement l'acquis est plus important que l'inné ou le génétique dans tout ce qui est développement de la personnalité et de l'intelligence d'un enfant. Oui, c'est ça, totalement. Ok. Il y a quelqu'un qui a posé une question qui revient sur les maladies psychiatriques. Est-ce qu'il est possible techniquement de tester certaines maladies psychiatriques sur les ovocytes? Non, c'est pas possible jusqu'à le moment. C'est pas possible. Parce qu'en fait, même il y a beaucoup de maladies psychiatriques que même si nous sommes conscients, les médecins et les spécialistes, je ne suis psychiatre, hein, je vois ici qu'il y a un compagne qui a étudié avec moi qui est psychiatre, justement. Ah oui. Mais c'est vrai que même les psychiatres, quelquefois, ne peuvent pas savoir exactement quel gène c'est lié à cette maladie. Donc, c'est pas possible d'étudier ça sur les ovocytes. Non. D'accord. Il y a encore trop d'inconnus là-dessus. Mais bien sûr, je vais vous dire qu'il y a un contrôle totalement par rapport à la donneuse. Une donneuse qui a quelques antécédents de maladies psychiatriques ne peut pas donner ses ovocytes. Donc, c'est déjà un facteur qui s'est contrôlé à le moment qu'on choisit la donneuse. Au moment du choix de la donneuse, il y a une investigation qui est faite, il y a des entretiens, et il y a une investigation sur sa famille, etc. Et une antecédente qui a des antécédents psychiatriques, une donneuse qui a des antécédents psychiatriques ne peut pas donner ses ovocytes. Exactement. Il y a aussi une évaluation psychologique, il y a des tests psychologiques, donc c'est très bien contrôlé. D'accord. Ok.
Il y a quelque chose aussi qui est intéressant, et d'ailleurs, on a eu le commentaire d'une personne, là, je crois que c'était Marie-Laure, qui disait que son enfant était issu d'un double don Mhm, et qui lui ressemblait. Et c'est vrai que dans les personnes que nous, on accompagne, on a énormément de femmes mhm. qui, une fois qu'elles ont eu leur enfant, pardon, dans vos sites, nous disent, mais c'est incroyable, tout le monde me dit que mon enfant me ressemble. Ouais. Comment est-ce que vous expliquez ça, qu'un enfant issu d'un don d'ovocytes peut ressembler à sa maman alors qu'il n'a Ouais, génétiquement rien d'elle? ouais, ça arrive souvent. Mm. Et je peux expliquer ça, je crois, pour deux points. D'un côté, d'abord la sélection de la donneuse, parce que bien sûr, on prend toutes les caractéristiques physiques de la mère pour sélectionner la donneuse. Donc, d'abord, ça peut être une raison. Et après, bien sûr, parce que je crois que tous les gestes et toutes les expressions corporelles sont toujours appris. Donc, ce sont des attitudes qu'on voit à les parents. Donc, je crois que ce Mm. sont des choses aussi Mm. qui dépendent totalement de l'éducation et de l'apprentissage que l'enfant voit Mm. pendant les premières années de vie. Mm. C'est vrai qu'on ressemble souvent à quelqu'un par les attitudes, les gestes, la manière de sourire ou la manière de parler, etc. Mhm. Et Oui, ça, on oui, l'entend beaucoup. Ouais. oui, oui, oui. C'est marrant, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire en disant la gynéco française nous avait dit que si on clone des embryons de poulain et si on les implante dans deux juments différentes, elles n'ont pas la même robe. Et pourtant, ce Ouais, sont des clones. ouais, exactement. Ouais. Mm. C'est la même chose, non? Finalement, c'est ce C'est la que. même chose, oui. Je dis à mes patients toujours, les mêmes embryons chez toi ou chez moi, c'est 12 enfants totalement différents. Parce que la nourriture qu'on va voir sera différente, la musique qu'on va écouter. Et si je suis plus stressée ou moins, si j'ai un compagnon qui me donne beaucoup de problèmes ou moins. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire que cet embryon se développe d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est des facteurs épigénétiques. Les Mhm. toxiques, si je fume, il y a plein de facteurs. Donc, ça va faire que l'enfant soit un autre enfant, même si c'est le même embryon. Ça, c'est clair. Mhm. C'est vrai que ça me rappelle, j'avais lu aussi quelque part je crois que c'est dans les reptiles, les serpents, Mhm. quand ils sont au tout début, dans l'œuf, c'est la température d'incubation de l'œuf qui va définir si ça va donner un mâle ou une femelle. Ouais, C'est-à-dire qu'à partir d'une même cellule, ouais, c'est la température extérieure d'incubation de l'œuf qui va faire que cette cellule va se développer en un serpent mâle ou un serpent femelle. ouais. C'est aussi dépendant totalement de quelque chose d'extérieur. Ouais. Mhm. Il y a quelqu'un qui dit comment faites-vous pour évaluer les antécédents psychiatriques lors des premiers entretiens avec la donneuse et qu'est-ce qui se passe si la donneuse ne parle pas de ses antécédents? Bon, c'est une question difficile. C'est vrai que nous faisons en consultation, en évaluation importante. Je dois dire que seulement 35% de la femme qui essaye de donner ses ovocytes arrive finalement à donner parce que il y a beaucoup de critères d'exclusion et c'est très difficile d'être donneuse, d'accord? Et bien sûr, la donneuse peut donner l'information ou pas, ça c'est évident. Mais après, il y a une évaluation par notre psychologue de cette personne. Il y a une étude des différents sujets par rapport à les maladies psychologiques. Et je crois que c'est une très bonne sélection. C'est difficile qu'on prenne une donneuse avec des maladies psychiatriques ou quelques altérations psychiatriques après de faire une bonne évaluation. Mhm. Oui. Une évaluation très complète. Ouais. Il y a d'autres questions qu'on traitera à la fin. Vous inquiétez pas, je les ai notées, vos questions, on les traitera. Mais je pose surtout celles qui sont en lien directement avec le sujet qu'on est en train de traiter. Donc, pour conclure sur l'épigénétique, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on suppose? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. Effectivement, il y a des médecins, il y a quelqu'un qui l'a dit, hein, le docteur Guérin, qui dit que oui, il y a une influence. Euh, euh,
qu'est-ce qu'on sait vraiment, qu'est-ce qui est démontré par des études qui sont fiables et quelles sont les choses sur lesquelles on a plus une intuition. Donc, je crois que c'est clair qu'il y a quelque chose, à part de les gènes, que c'est très important pour le développement de cet embryon et de cet enfant futur. Il y a des études déjà, surtout en relation à tous les problèmes de placentation et de nourriture sur l'enfant et d'exposition des toxiques sur la mère qui après affecte à cet enfant. La génétique de l'enfant. Et ça peut changer totalement le développement de cet enfant en un futur. C'est clair qu'il y a des maladies où c'est bien étudié, comme les maladies cardiovasculaires. Et ça donne évidence qu'il y a quelque chose qu'on doit continuer pour étudier, pour avoir plus d'études, pour avoir beaucoup d'informations. Mais c'est pas facile de faire ces études. Donc, je crois qu'on a besoin plus d'années et beaucoup d'expériences et beaucoup de cas de patients qui utilisent les dendrocytes. Ok. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il y a beaucoup d'autres facteurs au-delà de la génétique, de la génétique pure, qui vont influencer le développement de l'enfant. Et c'est vrai que pendant ces 9 mois, il y a un lien physique et émotionnel qui se crée, qui a un impact énorme sur le développement de l'enfant. Totalement. Et que peut-être il faut, essayer de faire plus d'études par rapport à ça. C'est très important qu'il y a petit à petit plus d'informations par rapport à ça et un contrôle un peu plus important de l'évolution de cet enfant après la naissance surtout. Ok. D'accord. Donc, Stéphanie, je crois que maintenant, on sort de la partie plus médicale, non? Et si tu veux, on peut aborder, si vous voulez, on peut aborder, excusez-moi, si vous voulez, on peut aborder la partie plus émotionnelle. Parce qu'en fait, j'ai aussi beaucoup de patients qui me posent des questions plus émotionnelles et sont difficiles d'aborder pour moi. Donc, je veux te poser des questions en tant que coach en fertilité. Quelles sont les implications émotionnelles pour les femmes ayant recours aux dendrocytes? Alors déjà, dans tout processus de PMA, qu'il s'agisse d'une FIV, une insémination ou un don d'ovocytes, il y a une partie émotionnelle très très importante. Il y a des montagnes russes, on parle souvent des montagnes russes de la PMA, non? On parle d'émotions, à la fois le bonheur de créer une famille et puis à la fois en même temps des émotions plus difficiles à vivre comme la peur, l'anxiété, la colère. L'injustice, l'impuissance, la maladie même parfois. Et c'est vrai que quand on fait appel à un don d'ovocytes, on a en plus ce deuil entre guillemets à faire. On parle du deuil du patrimoine génétique. Moi, je pense que dans n'importe quel processus de PMA, en fait, il y a déjà un deuil à faire parce qu'il faut déjà, même si c'est juste entre guillemets une FIV, il y a un deuil à faire d'une certaine vision de la maternité, du romantisme aussi, parce que cette espèce de vision où on rencontre quelqu'un, on tombe amoureux et puis on a des enfants, tout ça, c'est des choses auxquelles on doit renoncer. Mais c'est vrai que ce deuil-là, et ce deuil entre guillemets, est plus important encore quand on fait un don d'ovocytes, parce qu'il faut aussi renoncer à son patrimoine génétique. Donc, je pense que le plus important, le premier conseil et le principal que moi je donne tout le temps, c'est d'accepter ses émotions. En fait, déjà, il faut savoir que ces émotions, elles sont normales, elles sont naturelles, elles sont tout simplement humaines. C'est vrai que les difficultés à avoir un enfant, et alors encore plus avec ses propres ovocytes, ça nous touche dans ce qu'on a de plus intime, dans ce qu'on a de plus humain, qui est notre capacité à donner la vie. À nous reproduire, à notre féminité, ça touche à notre féminité, donc c'est vraiment quelque chose
de très intime et on a des émotions qui sont très fortes. Et c'est vraiment important de savoir que on passe toutes par ces émotions-là. Encore une fois, parce qu'il y a un deuil à faire. Et comme dans tout deuil, eh ben, il y a tout un processus émotionnel à faire et qui est commun à tous. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est que vous n'êtes pas seul. Il n'y a pas de recette miracle pour gérer les émotions. Moi, je suis persuadée de deux choses. La première, c'est que les émotions, c'est quelque chose qui passe. Dans émotion, il y a le terme de motion, la partie motion qui est le mouvement. Et une émotion, c'est pas quelque chose qui reste, c'est quelque chose qui nous traverse et qui n'est pas permanent. Et la deuxième chose, c'est que moi, je suis vraiment persuadée que refouler ou nier une émotion, ça ne fait que la faire grandir. C'est comme quand on met un couvercle sur une casserole d'eau bouillante. Ça n'empêche pas l'eau de bouillir en dessous, ça la cache, on ne la voit pas, mais ça n'empêche pas qu'en dessous, il y a des remous, etc. Et finalement, ça peut exploser un peu à n'importe quel moment. Donc moi, je dis toujours, ne mettez pas un couvercle sur vos émotions, c'est-à-dire même mettez des mots sur les émotions, identifiez-les, mettez des mots dessus, personnifiez-les. Si c'est, on peut même, je sais pas, imaginer un petit peu comme dans le film Inside Out, là où la colère était, elle était, je sais plus, rouge, la tristesse était bleue, etc. Je pense que c'est très important de ne pas les refouler, de les accepter, de les laisser nous traverser. Encore une fois, c'est des émotions qui nous traversent et il faut les laisser nous traverser. Donc, si on a envie de pleurer, il faut qu'on pleure. Si on a envie de crier, bah, crier. Mais surtout, il faut essayer bah voilà, de les accepter, de les identifier, de mettre des mots dessus. Et concrètement, comment on fait ça de accepter comment on peut C'est pas dire facile, ouais, les émotions. Les émotions. Bah, c'est pas facile, ça se fait pas du jour au lendemain. Moi, j'ai un exercice de coaching qui peut paraître tout bête, mais qui est vraiment important. Et c'est d'avoir peut-être moi j'ai toujours un petit carnet comme ça où j'écris tout et d'avoir un petit carnet à portée de main et d'écrire. Écrire, j'appelle ça le journal émotionnel. C'est-à-dire que vous avez une émotion pendant la journée, n'importe laquelle, que ce soit une émotion positive ou négative d'ailleurs, hein, c'est vraiment en prendre conscience et écrire sur votre carnet, mettre un mot sur l'émotion. Là, il y a quelqu'un qui dit avoir confiance. Bah oui, c'est vrai, ça, c'est une belle émotion. Ouais. Donc, écrire le nom de l'émotion, ça peut être la peur, la panique, etc. Et se poser 2 petites minutes en disant, OK, d'accord, qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? Quel est le fait qui a déclenché cette émotion? Ah, bah, j'ai une copine qui m'a dit qu'elle était enceinte. OK. Qu'est-ce que ça a déclenché chez moi? De la colère ou de la jalousie? C'est dur à dire, hein, c'est dur à accepter qu'on est jaloux de sa meilleure amie, etc. Mais ça arrive. Et quand ça arrive, eh ben, il ne faut pas mettre le couvercle dessus, il faut tout simplement se dire, bah oui, ok, d'accord, je suis jalouse, donc la jalousie ou la colère. Donc la colère, qu'est-ce qui a déclenché l'annonce d'une grossesse? Quelles sont les manifestations physiques qu'a eu cette émotion sur moi? Est-ce que tout à coup j'ai commencé à avoir des rougeurs? Ou est-ce que j'ai senti mon cœur s'accélérer? Ou est-ce que j'ai eu des bouffées de chaleur? Ou est-ce que au contraire je me suis sentie toute molle? Etc. Et donc écrire tout ça et écrire aussi les pensées que j'ai pu avoir. Alors parfois ça c'est pas facile parce que les pensées on a du mal à les décrypter. Mais finalement, quand on est jaloux de sa meilleure amie, c'est pas parce qu'on n'est pas content pour elle, mais c'est parce qu'on se dit ah bah moi j'y arrive pas. Elle y arrive et moi non. Donc en fait, la partie qui nous fait le plus de mal, c'est la partie bah moi non. Ça nous rappelle en fait que nous on n'y arrive pas. Donc voilà, c'est vraiment écrire ce petit journal émotionnel pour prendre conscience tout simplement déjà des émotions qui nous traversent et les accepter et dire ok, je suis en colère, ok, je suis jalouse, ok, je suis triste, mais c'est comme ça parce que j'ai le droit, parce que c'est un processus compliqué. Et finalement, en faisant ça, en prenant conscience de ces émotions, on apprend petit à petit à les normaliser et à mieux les vivre parce que on comprend d'où elles viennent et on comprend aussi qu'elles finissent par s'en aller, faire place à d'autres émotions. Vous parlez aussi tout à l'heure d'une réflexion à mener sur la vision que chacune de la maternité et de la transmission. Ça, c'est un exercice que j'invite aussi beaucoup les femmes à faire, c'est à réfléchir très sincèrement et de manière très, très, très honnête envers soi-même
D'abord à que représente pour vous la maternité. Qu'est-ce que c'est pour vous la maternité? Parce qu'il y en a qui vont dire peut-être la maternité pour elles, c'est faire cette espèce de continuité du patrimoine génétique, auquel cas il y a un travail effectivement à faire bien sûr derrière. Mais la maternité, c'est pas que ça. La maternité, moi j'ai plein de femmes qui me disent la maternité pour moi, c'est d'accompagner quelqu'un, de le prendre, de lui donner les outils pour évoluer dans la vie, de lui apprendre des choses, de l'accompagner, de le guider, etc., etc. Donc finalement, c'est très important de vous poser cette question. Qu'est-ce que c'est pour vous la maternité? Au-delà de la partie génétique, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être maman? La deuxième question, c'est justement sur la transmission. Euh, Au-delà de ce que je peux ou non apporter à mon enfant en termes génétiques, qu'est-ce que je veux, moi, lui transmettre? Je veux lui transmettre, et là c'est pareil, la réponse, elle dépend de chacun, mais je peux avoir envie de lui transmettre mes valeurs. Je peux avoir envie de lui transmettre mon sens de l'humour, plutôt que mes yeux marrons, par exemple, j'en sais rien. Je peux avoir envie de lui transmettre mon histoire, ma manière de voir le monde, etc. Donc ça, c'est qu'est-ce que je veux lui transmettre. Et la dernière section, c'est qu'est-ce que je peux et qu'est-ce que je vais lui apporter au quotidien. Qu'est-ce que moi, en tant que maman, même si je ne lui apporte pas mon patrimoine génétique et mes yeux marrons, qu'est-ce que j'ai envie de lui apporter et qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter au quotidien? Je vais lui apporter d'abord énormément d'amour. Il y en a qui vont dire je vais lui apporter une situation familiale stable ou je suis désolée, j'ai ma batterie qui est en train de bouffer. Je vais me rebrancher avant que ça coupe. Donc voilà, excusez-moi, je reviens. Voilà, qu'est-ce que apporter Ne vous inquiétez pas. à cet enfant au quotidien et qu'est-ce que je vais pouvoir aussi lui apporter. Et la dernière question qui est importante aussi, c'est qu'est-ce que j'ai envie, moi, de laisser comme place à la donneuse. Ça, c'est important aussi de se faire cette question-là. Qu'est-ce qu'elle est pour moi, la donneuse? Comment est-ce que je vais l'intégrer dans ma mythologie familiale, dans mon histoire familiale? Quelle est la place que je veux lui donner? Il y en a qui appellent la donneuse leur fée. Et il y en a qui disent non, 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 la donneuse, elle me donne juste les cellules et moi je fais tout le reste. Et c'est Ouais. important de réfléchir aussi à ça un peu à l'avance. Qu'est-ce que moi, quelle importance et quelle place je veux lui donner dans cette histoire à la donneuse. C'est très intéressant, Stéphanie, ça. Hein. Très intéressant. Ouais, De- mais c'est pas facile. Hein. Et il y a pas, encore une Non, fois, c'est pas une réflexion qui se fait en 2 jours. Mais c'est vrai que dans les accompagnements qu'on fait, c'est vraiment aider justement la personne parce que tout le monde n'a pas les mêmes réponses à ces ouais, questions-là. ouais. Et chacun a ses propres réponses et c'est vraiment important d'y réfléchir de manière très ouverte et très honnête et très sincère en disant qu'est-ce que c'est pour moi ça? Et ça vous aide vraiment en général à trouver plus de sérénité par rapport à ce choix. Mhm. Et pour finir, est-ce que vous voulez donner quelques derniers conseils pour mieux vivre et accepter euh, les dons de vos sites? Ouais, j'en ai quelques-uns. Le plus important, c'est de modifier votre dialogue intérieur. Je pense que, il y a énormément et j'en parle beaucoup aussi pareil en session. On a ce qu'on appelle des saboteurs. Les saboteurs, c'est les petites voix intérieures qui vous mangent le cerveau et qui vous disent Mm. t'es pas assez bien, etc. Et ces saboteurs-là, ils s'expriment particulièrement quand on est confronté à des choses comme ça. Et donc, vous allez avoir des saboteurs intérieurs, votre dialogue intérieur qui va vous dire t'es pas vraiment sa maman, ou alors Mm. justement toutes les questions qu'on se disait aujourd'hui, non, en début de réunion, est-ce que tu vas pas réussir à l'aimer autant, etc., etc. Et il y a des saboteurs très très forts qui sont des saboteurs qui sont liés à des émotions comme la honte ou la colère. Et donc, c'est important de changer ce dialogue intérieur et d'un dialogue intérieur négatif et destructif comme celui-là, passer à un dialogue intérieur plus positif en vous disant à vous-même, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour avoir cet enfant. Je vais l'aimer. On a fait tellement de choses pour l'avoir que finalement, ça va être un enfant qui va être extrêmement désiré, extrêmement Mm. aimé. Il va avoir de la chance de m'avoir, je vais être une bonne maman, etc. Donc c'est vraiment changer ce dialogue intérieur. Intérieur.
La deuxième chose, et ça revient justement il y a eu deux questions il y a eu une réflexion et une question sur le sujet là dans les commentaires. La première, c'est est-ce que vous recommandez de dire à l'enfant qu'il est issu d'un don d'ovocytes? Et quelqu'un là aussi qui vient de dire, j'ai beaucoup de mal à dire à mon enfant pour la donneuse. Ouais. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il est important de réfléchir, si jamais c'est possible, un petit peu à l'avance. C'est une manière finalement de imaginer comment est-ce qu'on va raconter ça à son enfant. C'est aussi une manière de accepter la situation, de se l'approprier et de l'accepter. Imaginez comment est-ce qu'on va raconter ça à son enfant, imaginez comment est-ce qu'on va raconter ça à son entourage, à ses amis, à ses parents, etc. Ça, c'est aussi une manière justement de se créer encore une fois cette mythologie, de se raconter cette histoire, de mettre des mots dessus et du coup de se l'approprier et de l'accepter. Moi personnellement, alors le dire ou pas, ça c'est pas, je sais pas s'il y a une réponse vraiment à ça. Je pense que les enfants qui sont nés par don d'ovocytes il y a plusieurs années, en fait, il y a un tabou énorme autour de ça quand même encore. Ouais. Il y a un grand tabou qui fait que les femmes qui sont confrontées à ça se retrouvent souvent seules et ne savent pas justement comment dire les choses. Et du coup, il y a des secrets de famille qui font que finalement, c'est des choses qui peuvent ressortir à un moment ou à un autre, ou que les enfants vivent comme un espèce de poids ou un secret. En plus, aujourd'hui, avec tous les tests ADN qui existent, etc., je pense que je ne sais pas comment ça sera dans 20 ans. Ouais, ça risque de changer, ça risque Ouais. de beaucoup évoluer, mais finalement, je pense qu'aujourd'hui, c'est assez facile de savoir si on est l'enfant génétique de ses parents ou pas. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est plus sain de le dire. Parce que pour que l'enfant se développe. Et plus vous aurez normalisé cette situation, plus vous aurez accepté cette situation, plus vous allez lui raconter de manière naturelle, et plus l'enfant, il va dire, bah oui, je suis issu d'un don d'ovocytes, mais c'est pas grave. Et je me suis construit autour de ça, etc. Donc voilà. Et je comprends qu'on ait du mal à le dire, mais je pense qu'il faut adapter beaucoup les mots à l'âge de l'enfant. Ouais. Et surtout avoir un discours qui est un discours d'amour, de dire, bah voilà, je ou on, ça dépend si on est en couple ou si on est seul. Mais je voulais tellement t'avoir que je n'y arrivais pas avec mes petites graines, ou ça dépend de l'âge de l'enfant. Et finalement, on a demandé aux médecins de nous aider. Voilà, il y a toute une manière de le dire. Mais je pense que derrière ça, en fait, le plus important à dire et le plus important à communiquer à l'enfant, c'est que ça a été fait par amour, tout simplement. Oui. Votre conseil sera utile pour moi aussi, parce que vraiment, même si je me cherche de la part médicale, il y a toujours des questions comme ça pendant le rendez-vous. Même pour simplement expliquer par rapport à les groupes sanguins de la donneuse, par exemple, parce que quand on prend la donneuse, surtout caractéristiques physiques, tout ça qu'on a parlé pour la sélection, après aussi il y a les groupes sanguins. Les groupes sanguins, c'est en raison pour première fois poser la question à toi-même de si tu l'expliqueras ça à l'enfant ou pas, parce que si les groupes sanguins c'est pas compatible avec les groupes sanguins de la couple, donc après l'enfant peut regarder que génétiquement c'est pas possible cette combinaison. Donc c'est toujours des questions que j'ai ici en consultation et qui pour moi comme un médecin c'est difficile d'expliquer. Et je crois que c'est important que tous les patients aient un coach, une personne qui facilite cette réflexion et cette acceptation de tous les sentiments et tous les pensements qu'il y a et qui sont totalement normaux. Et je rajouterais aussi ce qui est super important. Alors effectivement, je pense que pour un don d'ovocytes, c'est important d'en parler à quelqu'un, un professionnel, que ce soit coach, psychologue. Finalement, je pense que c'est important d'en parler à quelqu'un qui connaît bien ces processus-là. Et je pense que c'est très important si vous avez la possibilité, et en tout cas nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec She-Oak, c'est d'en parler avec d'autres femmes qui sont passées par là et qui ont eu un enfant
par don d'ovocytes ou d'autres femmes qui sont en train de passer par là. Donc nous, je sais que chez Oak, on a un groupe de parole et on fait en sorte vraiment que les femmes et les couples, parce que les hommes sont aussi très, très impactés, même si même si eux, si jamais il n'y a pas de don de sperme, eux sont le papa génétique en tout cas. Mais je pense que c'est très important de parler de ça avec des personnes qui sont passées par là, qui ont eu les mêmes doutes et les mêmes questions, pour qui les réponses sont peut-être pas les mêmes que les vôtres, mais qui ont quand même trouvé leurs réponses. Et surtout et puis en fait, c'est ce que je disais au début aussi, hein, finalement, quand le bébé est là, il y a la grande majorité des femmes qui Oublie totalement. Ouais, qui oublient. Enfin, qui oublient, non, on n'oublie pas vraiment, mais en tout cas, pour qui toutes ces questions-là sont beaucoup, beaucoup moins présentes, parce qu'il y a tellement d'autres choses qui sont celles tellement importantes. C'est marrant. Alors, je réagis juste un tout petit peu aux commentaires qu'on a. Donc, Bénédicte qui nous dit qu'en Angleterre, l'enfant issu d'un don d'ovocytes a la possibilité de connaître l'identité de son donneur à sa majorité. Ouais. Effectivement, il y a certains pays où c'est le cas. C'est le cas au Portugal depuis très peu de temps aussi. En France, il y a un débat, vous le savez, en ce moment là-dessus. Mais c'est pas le cas. Et en Espagne non plus. Non. Et ensuite, il y a Aurélie qui disait qu'elle avait peur que si son enfant tombe amoureux plus tard d'un demi-frère ou d'un demi-sœur qui serait issu du même don d'ovocytes. Et là, je ne sais pas si vous avez Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà répondu que c'était très peu probable et que c'est très improbable. C'était voilà. Ouais. C'est très improbable parce que bien sûr l'assignation de la receveuse c'est contrôlé. Et normalement, on essaye de faire que ça n'arrive pas. C'est très, très, très improbable que ça arrive. On ne peut pas dire impossible, mais c'est très improbable. Oui, parce qu'en plus, une donneuse d'ovocytes, elle ne va pas non plus avoir 30 enfants. Oui, exactement. Il y a un contrôle de la donneuse. Aujourd'hui, il y a un registre national, donc nous sommes informés de tous les cycles que cette femme a fait. Et de toutes les grossesses, du coup, et de toutes les grossesses et la naissance secondaire à cette donneuse. Donc, c'est très difficile que ça arrive. Et il y a un maximum, du coup, j'en profite. Il y a un maximum. Il y a un maximum de 6 enfants nés. Ah d'accord, bon, la probabilité est vraiment presque nulle en fait. C'est même pas qu'elle est infime, c'est qu'elle est nulle. Maximum 6 enfants nés. Même quand on fait des dons des embryons restants. Oui, l'embryodonation, oui. C'est pareil, on contrôle exactement l'assignation. Donc, on voit les enfants nés de cette donneuse ou des embryons donnés de cette couple et la localisation et on assigne avec cette contrôle. D'accord. Il y a Elsa qui demande si avec un don d'ovocytes en moyenne, combien d'ovocytes deviennent embryons puis enfants? Est-ce qu'on a une idée d'une moyenne par don? Si j'ai bien compris, c'est par don, c'est-à-dire par combien est-ce qu'il y a d'enfants finalement? C'est difficile. Je peux dire que normalement, la donneuse donne 10 ovocytes, 10-12 ovocytes. Ça, c'est les résultats de donation normale, d'accord, avec une dose de stimulation correcte pour une donneuse, parce que les dosages de médicaments qu'on donne pour une donneuse, c'est pas les mêmes que pour une femme qui se stimule elle-même. Et finalement, avec un cycle de donation qui va bien, qu'il n'y a pas de facteurs masculins, qu'il n'y a pas de problèmes sur les spermes et tout ça. Donc, peut-être nous allons avoir 2 ou 3 blastocystes, embryons AJ5. Et les taux de réussite, c'est très élevé, 50-55%. Finalement, il y a toujours un risque de fausses couches, un risque d'arrêt de la grossesse pendant la grossesse pour quelques maladies que la mère a, pour quelques situations. Donc finalement, en fin d'année, nous avons une probabilité de 42-45% avec un cycle de donation. Ok. Pour terminer sur cette peur qui est irrationnelle, Aurélie, les peurs sont toujours irrationnelles, si ça peut vous rassurer.
Une peur, et c'est justement ça qui est intéressant. Moi, je pense que ce que je fais faire aussi souvent comme exercice aux personnes que j'accompagne, il y en a quelques-unes, c'est de faire une liste de toutes les peurs. Faire une liste de toutes les peurs que vous avez, qu'elles soient toutes petites ou grosses et qu'elles paraissent complètement idiotes ou pas complètement idiotes. Et finalement, vous verrez qu'en écrivant les peurs, en mettant des mots dessus et en les écrivant, vous vous rendrez compte que déjà certaines, on se rend compte qu'il y a une très faible probabilité que cette chose-là arrive et que donc la peur est assez irrationnelle, ou en tout cas est beaucoup plus importante, le sentiment de peur est beaucoup plus important que la possibilité que cette chose arrive. Et en face de certaines peurs, il y a aussi plein de choses où on peut se dire, bah oui, ça dépend de moi et ça, je peux faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, écrire ses peurs, c'est quelque chose aussi qui est c'est Utile. un autre conseil que je vous donne. Utile. Ensuite, je suis en train juste de regarder les questions. Ok. Alors, on a plein de questions. Alors, la première, il y en avait une au tout. Je reviens aux questions du début parce que du coup, on n'avait pas répondu. Il y avait quelqu'un qui avait demandé si les donneuses étaient rémunérées en Espagne. Oui. Il y a une rémunération pour tous les, pour toutes les responsabilités et les risques qu'elle a d'aller au bloc opératoire, de venir à la clinique à faire des contrôles, les voyages. Il y a beaucoup je crois, de facteurs qu'on peut, donc, comment dire, reconnaître de la donneuse. Et ça dépend de la clinique, mais normalement, toutes les cliniques donnent plus ou moins 1 000 € de rémunération. Ouais. D'accord. D'ailleurs, on pense plus qu'une rémunération, on parle de compensation. Exactement. C'est une compensation pour toutes les choses. C'est une compensation pour les efforts. Ouais. Exactement. Parce qu'il y avait une personne qui disait tout à l'heure, je ne sais pas si elle est encore là, qu'elle voulait faire un don, elle pensait à faire un don, et elle demandait si le traitement était lourd. C'était dur. Lourd. Si le traitement hormonal est lourd. En fait, c'est le même traitement que pour... Excusez-moi, c'est la batterie. Ouais. Et les traitements, c'est exactement le même que si on a besoin de faire un transfert d'embryon congelé. Donc, c'est des hormones par voie orale ou par voie cutanée. Et c'est pas incompatible avec une vie normale. Donc, c'est facile. C'est facile. Non, je crois que la personne voulait, alors si j'ai bien compris, la personne voulait donner ses ovocytes et demandait si le traitement était lourd. Donc, quand on veut donner ses ovocytes, le traitement, c'est une stimulation ovarienne avec des injections comme pour une FIV. Ouais, exactement. Je suis en train d'essayer de retrouver la question pour voir si je ne me suis pas trompée. Donc, en fait, si vous recevez des ovocytes, c'est le même traitement pour un transfert d'embryon congelé. Exactement. Et si vous donnez vos ovocytes, c'est une stimulation ovarienne. Stimulation ovarienne, oui. D'accord. Une autre question, quelles sont les informations que l'on a sur la donneuse quand on choisit le don d'ovocytes? Alors là, on va parler de l'Espagne particulièrement, mais quelles sont les informations qu'on a sur la donneuse? Oui, en Espagne, l'unique information qu'on peut donner, c'est l'âge et les groupes sanguins. Bien sûr, il faut faire confiance parce que la sélection est plus similaire à la mère, dont les caractéristiques physiques, bien sûr, sont les plus similaires à la mère. Mais on peut donner seulement que ça, l'âge et les groupes sanguins. L'âge parce que c'est important après pour les calculs de risque de maladies génétiques chromosomiques sur l'enfant. Donc ça, c'est très important au moment où commence les contrôles de la grossesse. Il faut que les gynécos connaissent bien que l'âge, c'est pas l'âge de la femme, c'est l'âge de la donneuse. Donc c'est pour ça que cette information, c'est très important. D'accord. Après, il y a des, je pense que ça dépend aussi un petit peu des cliniques, etc. Mais il y en a qui donnent la couleur des cheveux, la couleur des yeux, le poids, la taille. Oui. On le peut donner, bien sûr, mais c'est des informations moins importantes, en fait, parce que d'abord, il faut qu'elles soient les mêmes caractéristiques physiques que la mère. Oui, donc a priori, si je suis blonde, j'aurais une donneuse blonde. A priori, exactement. On respecte totalement les caractéristiques physiques de la mère. Mais le plus important, c'est ça, l'âge et les groupes sanguins. Ok. Est-il utile de faire un DPI sur un embryon issu d'un don d'ovocytes? Ça, c'est une question qu'on reçoit beaucoup. Il y a plein de gens qui se posent la question, est-ce qu'on a intérêt à le faire? Est-ce que c'est utile?
Est-ce que c'est recommandé? Non, c'est pas recommandé d'abord. Bien sûr, on le peut faire. Techniquement, c'est faisable si la couple ou la femme veulent faire cette technique. Mais normalement, on ne le recommande pas parce que les pays a l'objectif surtout pour sélectionner les meilleurs embryons à niveau chromosomique chez la femme plus âgée, plus de 39, 40 ans. Donc ici, quand on utilise des ovocytes d'une femme jeune, qui normalement la moyenne c'est 25 années, la probabilité d'avoir un embryon altéré chromosomiquement, c'est très faible. Donc, c'est une chose qu'on ne recommande pas d'abord, bien sûr. Mais si c'est l'histoire d'un patient que peut-être il a déjà beaucoup de tentatives, beaucoup de fausses couches, bon, donc, bien sûr, on le peut faire sans problème. Mais d'abord, c'est pas recommandé parce que statistiquement, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, donc c'est pas utile. Oui, exactement. Okay. Enfin, c'est utile, c'est toujours utile, mais c'est pas nécessaire. Oui, Et des pays, c'est les diagnostics génétiques préimplantatoires. Ici, je vois qu'Aurélie, elle explique. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que le taux de réussite est le même quand la receveuse a plus de 40 ans? Oui. C'est le même. Oui, c'est le même. L'âge de la femme, c'est pas un facteur important par rapport à les taux de réussite, d'accord? Bien sûr, il faut être conscient que la grossesse, toujours, c'est plus risqué quand la femme, c'est plus âgée. C'est comme ça, d'accord? Parce que les risques d'hypertension, de diabète, tout ça, c'est encore plus quand la femme, c'est plus âgée. Mais si c'est une femme en bonne santé, c'est un problème important. Et par rapport à l'état de réussite, c'est la même, parce que l'utérus n'a pas de problème pour l'âge. C'est l'oocyte des problèmes. C'est pour ça qu'on peut aider à tomber enceinte en femme de 48 ans sans problème. D'accord. Quelle est la différence entre DPI et DPIA? C'est la même. En fait, le DPI, c'est le diagnostic génétique préimplantatoire. Après, il y a deux versions de le DPI. Les DPIA par rapport à les anéuploïdies, c'est-à-dire par rapport à les maladies, à les altérations chromosomiques. Et après, il y a les DPI M par rapport à quelques gènes précis. Donc, on cherche exactement la maladie. D'accord? Si je veux voir si l'embryon est porteur d'un problème musculaire, d'une maladie génétique, je veux chercher exactement cette gène. Mais si c'est une altération, une sélection chromosomique, un screening d'anéuploïdie, c'est le DPI-A. D'accord. Ok. Je continue avec les questions, je recherche, je remonte. Ah oui. Lors des entretiens par la clinique, est-ce que la question « Pourquoi est-ce que vous voulez faire un don d'ovocytes » est posée et quelles sont en général les réponses des donneuses? Est posée? Est-ce que quand vous faites passer des entretiens aux donneuses, justement avec des psychologues pour faire la sélection des donneuses, est-ce que vous leur demandez pourquoi est-ce qu'elles veulent donner des ovocytes et quelle est en général la réponse des donneuses? En gros, pourquoi est-ce qu'elles ont envie de donner, quoi? Oui. Normalement, c'est un facteur totalement altruiste. D'accord? Espagne, c'est le premier pays où nous sommes les primaires pour la donation d'organes, de cellules. Donc, c'est totalement altruiste. Bien sûr, ça c'est une opinion personnelle et je crois que c'est totalement respectable parce que c'est très valueux que cette femme donne des ovocytes. S'il n'y a pas de compensation, peut-être il y aura moins de donneuses. Ça c'est clair, je crois. Parce que bien sûr, si je dois aller à la clinique tous les jours, je dois aller au bloc opératoire, je dois faire des contrôles, des prises de sang, rater le travail, exactement. Donc, pour rien, peut-être je ne le ferai pas. Mais les premiers facteurs, c'est altruiste, peut-être parce que, bon, ils ont vécu quelques expériences personnelles, un ami, sa sœur, qui a des problèmes de fertilité et c'est pour ça qu'elle donne des ovocytes. Et finalement, quand le traitement finit, elle pose la question, hein, à marcher, j'ai aidé à cette femme, donc réellement... Elle demande. Elle demande, elle s'intéresse beaucoup. C'est vrai que ça m'avait marqué, mais j'ai entendu plusieurs fois plusieurs médecins me dire ça, qu'en Espagne, il y avait une culture du don qui était beaucoup plus importante qu'en France, par exemple.
et qu'il y avait plus de dons, pas seulement d'ovocytes, mais d'organes, de sang, etc. Il y a Ouais. quelque chose qui est plus, Ouais. c'est plus courant, Oui, quoi. C'est plus dans la culture. ouais, c'est dans la culture, je crois. Ouais. Quelqu'un qui demande s'il y a des risques pour la santé pour la donneuse. Toujours, il y a des risques pour la santé parce qu'au moment où on y va au bloc opératoire, il y a toujours un petit risque. Mais c'est vrai que c'est faible, d'accord? Parce que les protocoles de médicaments qu'on utilise aujourd'hui, c'est des médicaments très bien contrôlés. Et il y a aujourd'hui risque de hyperstimulation, d'accord? Ça, c'est très bien contrôlé déjà après beaucoup d'années. Et l'autre côté, c'est au bloc opératoire. La punction folliculaire, c'est une technique qu'on fait toujours et qu'il n'y a pas de complications. Mais bien sûr, il y a un petit risque qu'il faut informer, il faut que la donneuse doit accepter. Oui. Mais qui est lié à l'intervention chirurgicale plus qu'à la stimulation ovarienne. Oui, les stimulations aujourd'hui, c'est très bien contrôlé, il n'y a pas de problème pour ça. Ok. Je continue. Quel est le timing moyen entre le premier rendez-vous à la clinique et le démarrage probable d'une grossesse pour un don d'ovocytes? Combien de temps ça prend? Oui, normalement, nous avons besoin de temps pour chercher une donneuse compatible physiquement et aussi si c'est un couple et l'homme veut faire les tests des maladies récessives. Donc, on a besoin un mois et demi, 2 mois pour trouver la donneuse. Oui, pour avoir une donneuse compatible, d'accord? C'est ça, plus ou moins, le terme. Quelquefois, c'est un peu plus compliqué, surtout pour la femme qui a un phénotype spécifique, la femme asiatique, les femmes noires, d'accord? Dans ces cas-là, c'est un peu plus compliqué. Mais normalement, c'est ça, 2 mois, 3 mois maximum. Donc, c'est 2-3 mois pour trouver la donneuse. Ensuite, il y a la phase de stimulation. Oui, 15 jours plus. Et les transferts. Le transfert qui se fait 5 jours après la ponction des ovocytes. Oui, bon, ici, comme que c'est avec les dons d'ovocytes, il faut faire les tests 10 jours après les transferts. D'accord. Donc, le timing moyen, c'est difficile à dire parce que il y a quand même, il y a des bonnes statistiques, mais ça marche pas toujours du premier coup. Mais en tout cas, il peut se passer un minimum de 4 mois. Non, peut-être 3 mois. Je crois que 2 ou 3 mois. Ouais. D'accord. 2 ou 3 mois. Entre le premier rendez-vous où on dit OK, on y va, et le moment où on peut faire un test de grossesse, après qu'il soit positif ou pas, on ne sait pas. Exactement. Mais il peut se passer 3 mois, quoi. Okay. Ouais. D'accord. Avez-vous des statistiques sur l'âge des femmes qui reçoivent un don d'ovocytes et jusqu'à quel âge une femme peut-elle en bénéficier en Espagne? Oui, la statistique, ça dépend de la clinique et du numéro de cycle que fait la clinique. Mais normalement, la moyenne, c'est 43 à 44 ans pour la recevose. Oui. Et la deuxième question, j'ai oublié. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge est-ce que ça peut être fait en Espagne? Jusqu'à 50 ans en Espagne. Jusqu'à 50 ans. Par loi, ouais, jusqu'à 50 ans. Ok. D'accord. Je crois que j'ai lu toutes les questions et je suis arrivée à la fin. Je suis au remerciement. Donc, à nous de vous remercier à tous et toutes d'avoir été là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est le moment ou jamais de les poser. Sinon, de toute façon, si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez prendre rendez-vous avec Dr Begueria ou si vous voulez juste en savoir plus, par exemple, sur l'association, etc., surtout, vous n'hésitez pas à nous envoyer un message privé sur notre profil Chioc. Et sinon, vous pouvez aussi nous envoyer un mail, c'est info@chioc-barcelona.com. Merci à tous. Il y a juste une dernière question. Est-ce que la donneuse a forcément eu des enfants à elle ou pas? Oui, quelquefois. C'est pas en condition. D'accord. De toute façon, si elle a déjà d'enfants, c'est un bon facteur parce qu'elle a démontré qu'elle est fertile. Qu'elle est fertile. Qu'elle est fertile, mais elle peut faire moins cycles parce que, comme nous avons parlé, maximum c'est 6 enfants. Donc, il faut compter aussi ces enfants. D'accord. Mais oui, d'accord, c'est pas un problème. Oui, oui.
On a plein de personnes qui nous remercient et qui disent que c'était très bien Parfait. et que les questions sont épuisées et qu'il n'y a plus de questions. Donc, on en refera très vite, hein, vous inquiétez pas. Surtout si jamais vous avez justement des sujets que vous avez envie qu'on traite en live depuis l'association Chioc, n'hésitez pas à nous le dire. Un grand merci à vous. Enceinte de 8 mois suite à un double don, ce fut très enrichissant. Eh ben, Hmm. félicitations, super. Ouais, ouais. Et merci vraiment à Dr Begueria, c'était vraiment intéressant. Merci Merci à à tout le vous, monde d'avoir Stéphanie. participé et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, Au merci revoir. beaucoup. Merci, Et bonne Stéphanie. chance, oui, bonne chance à tout le monde. Oui.